J'ai ici un moteur qui va fonctionner que par la force des aimants, capable d'actionner une génératrice qui fournira de l'électricité gratuitement. J'ai ici une partie mobile et une partie fixe. Ça serait le rotor, ça serait le stator. Pour pouvoir tourner, je me sers de la force magnétique d'une dizaine d'aimants intérieurs et d'une dizaine d'aimants extérieurs. Ici, j'ai un aimant avec les lignes de force qui vont du sud vers le nord et là aussi du sud vers le nord, comme ceci. Là, un peu plus bas, les aimants sont plus rapprochés, donc il y a une petite opposition ici, parce qu'on marche avec les grandes lignes, mais avec encore plus serré, alors là j'ai une forte opposition. Dans cet aimant-là, j'ai grossi les lignes courtes pour qu'elles aient plus de force, par opposition aux longues lignes de force qui, elles, sont plus faibles. Ici, si je les mets un en face de l'autre, il n'y a aucune réaction. En m'approchant un peu, les longues lignes de force offrent une légère réaction, mais si j'insiste plus, en les resserrant davantage, là j'ai une forte réaction. Dans le cas présent ici, le champ magnétique qui passe du sud au nord ne touche pas l'autre champ magnétique. Et là aussi, du sud au nord, ça ne touche pas le champ magnétique. Donc il n'y a pas de réaction. Mais si je me rapproche, les longues lignes de force de cet aimant vont aller voir l'autre et vice-versa. C'est ce qui se passe entre les deux. Le champ magnétique solide, rouge et bleu, s'oppose fortement. On continue. Comme le champ magnétique normal est assez long et droit, on met ici deux tiges de métal qui vont avoir pour effet d'écarter le champ magnétique et de créer une partie rectiligne qui, elle, sera unidirectionnelle. Ceci dit, on fera la même chose avec l'autre aimant opposé. En mettant un morceau de métal ici et là, on a donc allongé le champ magnétique et ici je me retrouve avec une ligne rectiligne, la même chose pour en bas. Seulement, il y a bien une rotation, mais ces champs magnétiques ont magnétisé les tiges de métal, et ce sont ces tiges de métal nord-sud et sud-nord qui bloquent la rotation. Donc, il va falloir faire une correction. Afin d'obtenir un métal qui conduise bien le champ magnétique, mais qui ne se magnétise pas, il m'a fallu chercher quelques années ce métal en question. Et le métal en question, qui est inconnu au bataillon, c'est le 10-19 et le 10-20. Ça s'adresse donc à tous les ferrailleurs de rajuster dans ces métaux-là la notification non magnétisable pour le 10-19 et le 10-20. Ceci dit, en faisant ça ici, j'ai donc un champ magnétique qui vient, mais qui ne vient pas d'un aimant. Et là, c'est pareil, le champ magnétique vient d'un métal qui n'est pas un aimant. Et là, je me retrouve à avoir deux champs magnétiques en opposition de phase de 180 degrés qui causent une rotation. En résumé, je me retrouve ici à avoir un cercle, un rotor, où il y a une dizaine d'aimants, tous ayant un sens de rotation, le champ magnétique tous dans le même sens, ce qui me fait un champ magnétique circulaire contre le système horaire. Et sur le stator en haut, la partie fixe, tous les aimants sont dirigés en un sens, qu'ils forment un cercle magnétique unidirectionnel opposé à 180 degrés au premier, ce qui donne à ce rotor une rotation. Ici, a une force de rotation d'un maximum de 100 grammes. Mais comme j'en ai 10 ici, ces 10 aimants me donnent un ensemble, une force de rotation de 1000 grammes, c'est-à-dire 1 kg. D'accord. 1 kg ici, ce n'est pas
suffisant pour un moteur, mais si on regarde à quel endroit se trouve la force appliquée, elle représente ici une différence énorme vu que c'est loin du centre. Ça équivaut à un effet de levier, exactement la même chose qu'une clé qui sert à resserrer l'écrou d'une voiture. On applique une légère pression et au centre, on a une forte. Ici, j'ai ici 40 cm, d'accord? Vous voyez, on divise la longueur du rayon du cercle par le rayon de l'axe et on obtient le facteur multiplicateur. Là, ici, donc, si j'ai ici, mettons, 45 cm, divisé par, mettons, 1 cm l'axe, ça me fait donc quand même une force de 45 livres. Mais généralement, chaque aimant me représente plus que 100 grammes, donc le torque qu'il y a dans cette rotor-là est nettement plus élevé. Je peux avoir facilement 60-70 livres de pression. D'accord? Cette génératrice écologique a fourni de l'électricité gratuitement. Pour ça, il lui faut 4 éléments, c'est-à-dire des aimants, un roulement, une poulie, puis un alternateur. Toutes ces choses-là, elles ne sont pas à fabriquer, on peut les acheter toutes faites. Deuxième chose, cette génératrice ne consomme pas de carburant ni de lubrifiant. Pas de lubrifiant parce qu'il n'y a pas de frottement. Donc, c'est inusable si tu préfères. À part ça, il n'y a aucun entretien, pas de fumée, pas de bruit, pas de gaz, pas d'odeur. C'est donc accessible à tous. D'accord? Ce moteur n'est pas breveté, donc possibilité de construire sans aucune autorisation. Mon but n'est pas lucratif. En supprimant le gaz, le pétrole, le charbon, on dépasse de beaucoup les exigences de Kyoto. D'accord? Mon but est d'éliminer les 3 espèces, les 3 épées de Damoclès qui couronnent la planète bleue. Quelles sont les 3 épées de Damoclès qui survolent la planète bleue? C'est premièrement la pollution atmosphérique, celle qui nous empêche de voir les étoiles et de se voir à 100 mètres, voire Pékin. Maintenant, la deuxième épée, c'est le réchauffement de la planète qui fait fondre les glaciers, les icebergs, ceux qui, durant les saisons sèches, fournissent l'eau potable aux fleuves. C'est toujours ce réchauffement qui réchauffe la surface des océans et qui crée les tempêtes et les ouragans, tout en faisant monter le niveau de la mer. Et puis la troisième épée de Damoclès, elle vient des sous-marins. Actuellement, les sous-marins, quelqu'un a trouvé l'idée géniale de fabriquer des sous-marins à propulsion nucléaire. Donc, ça marche très très bien, c'est un côté merveilleux. Mais l'envers de la médaille, il est tout simplement néfaste. Que dis-je néfaste? Il est terrible. Qu'est-ce qui se produirait si un sous-marin, peu importe la nationalité du sous-marin, qu'il soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, si un seul de ces sous-marins avait une avarie, il devait prendre le fond, comme il y en a eu il n'y a pas longtemps, un sous-marin qui s'est perdu en mer. Si c'est un sous-marin à propulsion magnétique, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un sous-marin à propulsion nucléaire qui se trouve au fond de la mer, c'est fini de la planète bleue. Et ça, c'est pas dans le long terme, ni dans le moyen terme, ni même dans le court terme, qui prend quand même un certain temps, le court terme. C'est tout de suite, c'est une question de jours. Et il n'y a plus de vie sur Terre, sur mer et dans l'air. Et ce, pendant des millions d'années.
D'accord? C'est ça que je veux enlever, ces trois épées de Damoclès. À part ça, tout va très bien. Bien entendu, il y a une opposition, c'est le dollar. On a pollué l'atmosphère, on a réchauffé l'atmosphère, on a mis du nucléaire partout pour faire de l'argent. Mais avec ça, on ne fera pas d'argent trop, hein. Si on enlève le pétrole, le gaz et le charbon, ça peut causer beaucoup d'ennuis. Mais seul le résultat compte. Est-ce que l'on veut vivre ou est-ce qu'on veut crever dans une terre pourrie? Voilà ce que je demande.